tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous attendez tous avec impatience. Il s'agit du reportage auprès de l'association TAC pour la conservation du cheval de Przewalski. Je suis donc à Hurs-la-Parade sur la Cause Méjean pour vous parler de ce fameux cheval de Przewalski. J'ai la chance de faire un stage de 4 jours avec Hélène Roche pour aller observer les chevaux sauvages et en apprendre un petit peu plus sur les interactions de troupeaux et tous ces sujets qui, je sais, vous tiennent beaucoup à cœur. Ce stage est vraiment très riche, mais je vais vraiment focaliser cette vidéo ici sur l'observation des chevaux, les comportements, l'analyse un petit peu de vidéos. Mais avant de faire ça, je vais quand même vous faire un point un petit peu rapidement sur ce fameux cheval de Przewalski et l'association pour que vous ayez un petit peu de contexte. Donc pourquoi TAC? Parce que TAC, en fait, on dit même TAC, je ne sais pas si je le prononce très bien, en mongol veut dire cheval sauvage, esprit. Le cheval de Przewalski nous vient donc de Mongolie. Sa particularité, c'est qu'il a 66 chromosomes, alors que notre cheval domestique en a 64. Donc il y a 2 paires de chromosomes qui ont fusionné chez nos chevaux domestiques. Une autre particularité, c'est que les chevaux hybrides Przewalski et domestiques sont fertiles. Et ça, c'est assez rare, parce que vous le savez, si on croise un âne avec un cheval, un zèbre avec un cheval, la progéniture ne pourra pas ensuite se reproduire. On le comprend donc, le cheval de Przewalski n'est pas l'ancêtre du cheval domestique, la lignée s'est vraiment séparée il y a 45 000 ans, donc ce sont vraiment des espèces différentes. À la base, on pouvait compter 5 espèces de chevaux sauvages qui ont tous disparu, et tout ça à cause de l'expansion des chevaux domestiques. L'humain a privilégié les chevaux domestiques, et donc les chevaux sauvages ont été de plus en plus repoussés jusqu'à au final disparaître. Les mustangs, non, ne sont pas des chevaux sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils ont été domestiqués à un moment donné, et ils sont ensuite retournés à l'état sauvage. Et donc, comme les chevaux qui sont retournés à l'état sauvage, là on parle de chevaux féraux et non de chevaux sauvages, contrairement donc aux chevaux de Przewalski. De nouveau, toutes ces définitions de chevaux sauvages, chevaux domestiques, chevaux féraux, selon les cultures, on met vraiment des choses très différentes derrière. Et d'ailleurs, quand on domestique un cheval, c'est pas forcément pour le monter, pour avoir une relation avec lui, ça peut être simplement pour l'élever et le manger. Donc vous voyez qu'on peut mettre énormément de choses derrière ces termes. Dans les années 70, le cheval de Przewalski n'existait plus qu'en captivité. Et donc Claudia Fey a fondé l'association TAC, qu'on connaît aujourd'hui, pour réintroduire le cheval en Mongolie, donc d'abord restaurer des populations libres en France, donc ici, là où je suis actuellement, et réapprendre à ces chevaux qui n'avaient plus connu que le zoo à redevenir sauvages, à retrouver des liens sociaux, des comportements sociaux, et ensuite, une fois que c'était fait, les réintroduire en Mongolie. Donc en 1990, l'association a été créée et en 1993, le premier groupe est arrivé ici pour réapprendre la vie sauvage. Au début, vous l'imaginez bien, il y avait beaucoup de tensions entre les groupes de chevaux. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'instabilité et tout ça, ça rejoint aussi ce que je vous dis régulièrement dans mes vidéos. Il y a toujours beaucoup plus de tensions chez les chevaux domestiques que chez les chevaux sauvages. Donc imaginez des chevaux qui n'ont connu que la captivité, de réapprendre la vie sauvage, forcément au début il y avait beaucoup d'instabilité dans les groupes. Puis petit à petit, ils ont commencé à se stabiliser, à avoir des structures familiales beaucoup plus stables, qui se maintenaient pendant plusieurs années, et aussi plus de postures d'intimidation et moins de contact direct. Et ça vous le verrez aussi sur les vidéos, il y a beaucoup d'intimidation, plus que de contact direct. En 2004-2005, il y a 22 chevaux qui sont réintroduits en Mongolie, à savoir qu'il faut environ 500 individus en liberté pour considérer une population comme réellement préservés. Les chevaux n'ont pas été remis uniquement en Mongolie, on en a envoyé aussi en Espagne, en Russie, en Chine. Il faut distinguer 2 termes importants. La réintroduction, c'est quand c'est une espèce qu'on remet dans son pays d'origine, là où l'espèce était endémique, donc le cas de la Mongolie pour les Przewalski. Et par contre, quand on en envoie en Espagne, en Russie, ailleurs, là on parle de translocation. Aujourd'hui, TAC, et ça c'est un message qu'ils veulent vraiment porter, c'est pas uniquement le cheval de Przewalski. Alors évidemment ça en est le centre, et ils veulent évidemment sensibiliser le public à la survie de cette espèce, mais ce n'est pas uniquement ça. Ils permettent aussi d'accueillir des chercheurs pour différents projets, venir découvrir différentes espèces de reptiles, d'oiseaux, d'insectes, de faire de l'archéozoologie, avec toujours le cheval au centre, mais TAC, ce n'est pas uniquement le cheval de Przewalski. Ce que Hélène Roche met en avant aussi, c'est qu'elle fait le lien, littéralement, entre la science et le terrain. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis très longtemps. Il y a une grande dissonance entre la science et ce qu'on fait sur le terrain avec les chevaux. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on affirme
alors que scientifiquement ça n'a pas encore été prouvé. Par exemple que les chevaux prennent certaines herbes, certaines plantes pour faire de l'automédication, par exemple ça, il n'y a aucune source qui prouve vraiment cela. Pareil pour les roulades, on dit souvent que les chevaux se roulent pour déposer leurs odeurs, que ça peut être une des fonctions du fait de se rouler, et bien ça pareil, ça n'a été prouvé nulle part. Aussi, le phénomène d'imprégnation n'existe pas chez les chevaux. Souvent on pense que quand on manipule le cheval à la naissance, il va être plus proche de l'homme ensuite. Et bien ça, c'est faux. Et une des choses que là, au moment où on était là, l'association essayait de vérifier, c'était l'impact de la présence de l'homme près de ces chevaux sauvages, parce qu'ils ne craignent pas l'homme, mais est-ce qu'on est neutre ou pas pour eux quand on est là? Parce qu'ils ont l'air un petit peu de nous ignorer, mais au final, pas tant que ça, parce qu'on remarquait souvent que quand on passait près d'un troupeau et près d'un groupe et qu'on le dépassait, souvent, le groupe, alors de très très loin, mais il finissait par nous suivre un petit peu. On faisait comme une sorte de bouclier, ils se disaient bon, ils vont par là, c'est que ça doit être sécure. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 immenses enclos de 200 hectares, avec également 3 enclos plus petits de capture. Pour le moment, il y a 39 chevaux, 5 groupes familiaux, donc avec un étalon et des juments, ainsi que des jeunes, 6 individus environ par famille. 3 groupes de mâles célibataires, là on est entre 3-4 individus par groupe, et il y a pour le moment un étalon qui est un petit peu plus solitaire. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit aussi, on est face à des groupes beaucoup plus petits que ce qu'on retrouve en domestication, 2 ou 3 juments autour d'un étalon. Le groupe peut rester ensemble des dizaines d'années, il peut y avoir également des mouvements, mais en général les structures sont assez stables. Plus il y a de juments, moins la famille est stable. Les juments, ça c'est quelque chose que je vous répète brièvement aussi, mais voilà, elles prennent beaucoup de décisions, notamment elles choisissent les herbages, tandis que l'étalon familial, il va défendre ses juments, il va marquer son identité et son statut social en déposant ces crottins. Il faut bien distinguer 2 types de marquage. Le marquage avec les crottins sur un autre crottin. Donc ça se fait entre étalons. Un étalon va déposer ses crottins sur le crottin d'un autre étalon, d'un autre groupe. Et le marquage à l'urine. Donc là, l'étalon va déposer son urine sur les crottins de ses juments, donc de son groupe. On le verra un peu plus loin aussi, mais les poulains des groupes familiaux, ils peuvent se mélanger avec d'autres groupes. Ils peuvent aller jouer un petit peu avec les autres poulains. On en parlera dans quelques instants. En général, les mâles, ils sortent du groupe familial vers 2 ans et de 2 à 5 ans. Il y a tout un apprentissage social qui se fait et ça se fait, je vous l'avais déjà dit également dans une précédente vidéo, mais ça se fait au sein d'un groupe de chevaux célibataires et donc c'est littéralement une étape très importante, ce groupe de mâles célibataires. Et dans ce groupe de mâles célibataires, même s'il n'y a pas de jument, il y a aussi une hiérarchie avec un étalon dominant. Petit fun fact, vous pourrez peut-être le remarquer sur les vidéos, les étalons, on les repère comment? Ils sont un petit peu plus imposants et puis dans l'encolure, souvent ils ont un petit peu plus de plis. Pourquoi? Parce que quand il y a des combats et qu'il y a des morsures, quand les dents rencontrent le cheval, ça prend plus la peau au final que le muscle. Et ça c'était très intéressant aussi parce que le premier jour, on a vraiment essayé d'aiguiser notre œil à reconnaître les chevaux. Ils ont chacun un nom. On nous a distribué plusieurs photos où on pouvait observer un petit peu les particularités physiques de chacun pour après, une fois sur le terrain, essayer de les reconnaître. Et au fur et à mesure des jours, oui, on arrive un petit peu à les distinguer. Chaque matin, on commençait par un petit peu de théorie et l'après-midi, on allait dans les enclos observer les chevaux. Et donc là, il y avait quelques règles de sécurité à retenir. Et donc évidemment, on n'approche pas les chevaux de trop près, on laisse toujours Hélène Roche devant. Et puis, si jamais un cheval vient vers nous, on s'éloigne toujours de manière perpendiculaire pour éviter qu'il nous suive. On va voir plusieurs panels de comportements que je vais vous commenter brièvement. Notamment, quelque chose qui est très important à discerner, c'est la différence entre la conduite et la poursuite. Toute la différence est dans la hauteur de la tête. La conduite, c'est vraiment comme si le cheval broutait, mais l'extension tête-encolure est vraiment au maximum. Le nez est vraiment au ras du sol. Dans la poursuite, là je vous mets des images tout de suite, la hauteur de la tête n'est pas la même, vous le constatez, et puis surtout on a un faciès beaucoup plus agressif, les oreilles plaquées, on sent que le cheval est prêt à mordre. La conduite peut évidemment parfois finir en poursuite. Ici sur ces images, on voit littéralement une charge. Un étalon du groupe familial charge vers un groupe de mâles célibataires. Quand il fait ça, il s'attend à ce que les autres bougent après ça, et on verra un petit peu plus loin
que les autres vont répondre en tournant le dos pour dire ok, on a compris, et vous verrez une photo dans quelques instants où on voit tous les membres du groupe célibataire avec le dos tourné par rapport aux membres du groupe familial. Ici, il n'y a pas de combat parce qu'on est avec des jeunes étalons, donc ça ne va pas plus loin et ils se proposent même le jeu. Et donc ça c'est assez drôle à voir. On a un groupe de mâles célibataires, un groupe familial avec l'étalon familial, ils pourraient plutôt être opposés l'un à l'autre et on voit que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les jeunes ils peuvent même se proposer le jeu d'un groupe à l'autre. Et on voit que vraiment les interactions sont plutôt apaisées et quand il y a comme ça une charge, c'est pas forcément parce que l'autre groupe est trop près de l'autre, ça peut aussi parce qu'ils ont senti une menace par rapport aux juments. Ils se sont dit un autre étalon portait tout à coup un petit peu trop d'intérêt aux juments du groupe familial. Et ils se surveillent comme ça à distance, c'est assez fou à voir, même vraiment à des centaines de mètres d'écart. Ils ne se voient pas mais ils se sentent et ils tournent vraiment la tête dans la direction où est l'autre groupe. Et le premier jour, on a vraiment fait des kilomètres dans la réserve pour aller voir un petit peu tous les groupes. Et c'était assez drôle parce que ils se surveillaient vraiment à distance. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a plutôt des comportements d'intimidation avec des relâchements tout de suite derrière. Et ça se fait surtout au niveau des ressources. Vous allez voir quelques images, surtout au niveau du point d'eau. Ici, une petite interaction également que j'ai pu rapidement filmer au téléphone, la qualité est pas top, mais là on voit une jument d'un groupe familial qui va vers un mâle d'un autre groupe familial. On voit qu'au début, sur la photo, ça je filmais pas encore à ce moment-là, mais sur la photo, ça faisait un moment en fait qu'ils se regardaient, qu'ils avaient envie d'aller l'un vers l'autre, mais qui n'osaient pas trop. Et puis finalement, la jument fait le tour du rocher et s'approche du mâle là au-dessus. Et au moment où il y a contact, il y a l'étalon du groupe familial de la jument qui arrive au grand galop, qui vient vraiment la chercher, qui fait une conduite, et carrément en fait au final il la pourchasse vraiment, il la punit vraiment, parce qu'une fois qu'il l'a ramenée dans son troupeau, il continue à la courser quand même, pour vraiment lui dire ça ne se fait pas, tu as été trop loin. Et d'ailleurs, il n'est pas venu la chercher tant qu'elle n'avait pas fait de contact avec l'autre étalon, mais dès qu'il y a eu un contact, là il a réagi tout de suite. Et là on voit encore à quel point vraiment l'étalon du groupe familial, et pas que l'étalon du groupe familial, il voit absolument tout, il sait exactement qui fait quoi. Donc ça voilà, je vous mets ces images parce que c'est pas quelque chose vraiment qu'on peut voir tous les jours.
Il y a beaucoup de moments de grooming, de moments d'interaction sociale positive, notamment quand un cheval va frotter sa tête contre le corps d'un autre cheval ou poser sa tête sur la croupe d'un autre cheval. De manière générale, il y a quand même plus de mouvements chez les jeunes. C'est eux qui vont jouer le plus par rapport aux chevaux adultes, mais les étalons adultes, donc au-dessus de 4 ans, ils peuvent jouer avec les jeunes de leur groupe et avec les mâles célibataires, en dehors évidemment des périodes de reproduction. Les pouliches, les jeunes femelles, elles par contre, elles ne jouent jamais au combat. Et ça, je vous le redis brièvement ici, mais on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais il y a différentes formes de jeu. Le jeu exploratoire, le jeu locomoteur, le jeu sexuel et le jeu de combat. Donc ça, ce dernier, les juments ne font pas ce jeu-là. Dans le jeu exploratoire, on a tout ce qui est manipulation d'objets, des allers-retours entre un individu et un objet par exemple. Le jeu locomoteur, là on peut avoir des sauts de mouton, un cheval qui court, des ruades solitaires, des parades sous forme de jeu. Le jeu sexuel, c'est un individu qui va balader son nez sur une partie ou sur tout le corps d'un autre individu. Donc là c'est vraiment un contact délicat. Et évidemment on a aussi des simulations de monte, donc où un cheval va essayer de monter sur un autre, mais ce sera toujours avec un sexe qui n'est pas en extension pour les talons. Et le jeu de combat, là on peut avoir des jeux de poursuite, des jeux de ruade, des jeux de morsure, mais ce qui est vraiment très important à noter dans tous ces jeux de combat, c'est qu'on n'a jamais les oreilles couchées. Et ça c'est quelque chose que je vous avais dit aussi. Les oreilles couchées, c'est quand il y a vraiment une agressivité ou un inconfort, mais c'est pas du jeu. Dans le jeu, on peut avoir aussi 2 individus qui sont tête bêche et qui vont se mordre respectivement les antérieurs et les postérieurs en décrivant des cercles sur eux-mêmes, toujours les oreilles non couchées. Et chez les chevaux domestiques, ça, on en revient toujours à ça, le comportement de jeu, ça n'a pas du tout la même fonction, c'est plutôt pour évacuer les tensions, un signe de manque de contacts sociaux, etc., etc. Et donc ça c'est très intéressant de repérer, une fois qu'on est dans le troupeau, les différences entre un vrai combat et des interactions de jeu. Donc, là, le premier jour, on n'a pas encore eu l'occasion de voir de véritables combats. Par contre, on a vu des jeux de combat. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que quand c'est réellement du jeu, il y a une symétrie dans les actions. Les 2 chevaux ont l'air un petit peu de faire la même chose en miroir. Et puis surtout, à la fin, on ne sait pas vraiment dire qui a gagné. Parce que justement, c'est pas un vrai combat. Et donc, oui, je le redis ici, les étalons peuvent jouer jusqu'à la fin de leur vie et ils peuvent même quitter le groupe familial pour aller jouer avec quelques mâles célibataires et sortir avec les copains. Donc ça rejoint un peu ce que je vous avais dit aussi dans la vidéo où on faisait vraiment des analyses de discussions de troupeaux. Oui, les interactions sont beaucoup plus complexes que ce que l'on imagine. Également, ça je vous l'avais déjà dit aussi, souvent on peut avoir l'impression, notamment sur cette image que je vous mets là tout de suite, qu'il y a beaucoup de chevaux et qu'au final c'est un seul grand groupe, mais non. Là, par exemple sur l'image que vous voyez ici, on a 3 familles. Intéressant à noter ici, au niveau de tout ce qui est vocalisation, un étalon qui approche en vocalisant vers une jument en faisant le petit comme ça, que je fais très mal, mais bref, vous m'aurez compris, le petit frémissement des naseaux comme ça, mais il y a quand même les cordes vocales, c'est vraiment une vocalisation, les cordes vocales rentrent en action. Ça c'est pour séduire les juments. Ce fameux son, ça s'appelle le niquer et ça peut avoir plusieurs significations. Le contentement, parce qu'on se rapproche d'un congénère, et ça des fois les chevaux peuvent le faire avec nous. La maman a son poulain, mais ça alors c'est vraiment un son très très bas. Ou dans le contexte sexuel, comme je viens de vous dire, et là attention si le cheval fait ça avec vous, là danger, en allez-vous tout de suite. Et donc ça c'est souvent accompagné avec une encolure qui vient s'arrondir un petit peu. Donc voilà, une même vocalisation, 3 significations différentes. On va maintenant passer aux observations quantitatives, notamment je vais vous montrer un petit exemple ici, où on va relever les activités que fait le cheval pendant un temps imparti. Je vous montre la feuille, comme ça vous voyez le type d'activité qu'on relève. Et donc là le but c'est pendant un temps imparti, donc là ça va être 1 heure. Toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un dans le groupe qui donne un top, et toutes les 2 minutes on écrit l'activité qui est observée à ce top-là. Donc c'est pas ce que le cheval faisait avant le top, pendant les 2 minutes ou après, c'est vraiment à ce moment-là. Donc même s'il y a eu des mouvements pendant les 2 minutes, mais qu'à 2 minutes pile, par exemple, le cheval est en train de brouter, et l'activité qu'on relève, c'est à ce moment-là brouter. Et donc voilà, je vous montre une feuille de ce que ça donne ensuite quand on avance dans l'exercice. Et ensuite, à la fin, on va vraiment comptabiliser le nombre de fois que le cheval broute, le nombre de fois
que le cheval se repose, etc., etc., comme vous le voyez sur la photo. Très important de savoir ici qu'on reste vraiment factuel. On ne cherche pas du tout le but derrière le comportement, c'est juste voilà, le cheval marche, le cheval broute, etc. Donc, par exemple, tout ce qui est signaux d'apaisement, ce n'est pas encore documenté, ce n'est pas encore étudié scientifiquement, donc c'est des choses qu'on utilise sur le terrain, mais ici, comme l'idée c'est vraiment de rester dans une approche scientifique, on ne va pas noter, on ne va pas parler de ces signaux, par exemple. Et donc on va découper en unités en fonction de la question qu'on se pose au départ, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut observer. Par exemple, est-ce que le cheval mange assez, est-ce que le cheval se déplace assez. Et on considère que le cheval mange, même s'il relève la tête, tant qu'il est encore en train de mâcher. Donc si pendant les 2 minutes il mâche, la tête relevée, en général on se dit que c'est encore dans l'activité manger. Après on peut même peaufiner un petit peu plus ça, dans quelle position le cheval mange. Est-ce qu'il mange plus avec ses lèvres, avec ses dents. Dans un filet à foin, par exemple, le cheval il prend avec ses dents, l'herbe par contre, il va la prendre plus avec les lèvres. Et donc là, vous allez voir le petit exemple en image. Donc là, on s'est fixé sur un groupe familial de 7 individus, et où chacun avait un cheval, soit une jument, soit un ou une jeune, soit les talons du groupe. Chacune des personnes du stage a observé pendant 1 heure le même cheval. Et donc oui, comme je vous l'avais dit hier, chaque cheval a son nom, chaque cheval a son histoire, et c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi. Top, va repos. Top. Repos. Et donc vous voyez qu'à chaque top, on se dit ah là elle mange, ah là elle se déplace. Donc là les observations quantitatives qu'on a fait par rapport aux activités avec le top toutes les 2 minutes, ça c'est quelque chose qui marche pour des comportements qui durent, donc pas pour des comportements, des interactions sociales. Donc on peut aussi relever les différents comportements sociaux. Et donc pour ça, il y a 2 exercices qu'on a réalisés ici et qu'on peut refaire avec nos chevaux domestiques aussi. Comme pour le relevé des activités, toutes les 2 minutes, on va relever le nom du plus proche voisin. Ça, c'est pour voir les relations d'affinité. Donc ça, c'est le premier tableau que vous voyez en haut sur la feuille. Donc pareil, à chaque top, toutes les 2 minutes, on regarde notre individu cible près de quel autre cheval il est à ce moment-là. On va réobserver le même groupe familial qu'hier, avec les 7 mêmes individus. Et moi, je vais de nouveau me focaliser, comme la veille, sur la jument cheveux d'ange. Si le cheval qu'on observe est à plus de 10 longueurs de cheval d'un autre individu, on considère qu'il est isolé. Cet exercice est vraiment super intéressant, notamment au niveau des poulains et des plus jeunes, parce que comme on l'a dit, ils sont pas toujours proches de leur famille, ils peuvent parfois aller voir un petit peu une autre famille, et tout ça, ça permet de voir aussi, même dans le groupe familial, qui est le partenaire préférentiel de qui. On a aussi un autre exercice au niveau des comportements sociaux, c'est noter les interactions. Et donc ça se fait pas avec des tops, c'est simplement vraiment lister à volonté toutes les interactions qu'on voit. Et donc ça, c'est toujours entre un cheval acteur et un cheval receveur. Le cheval qu'on étudie, donc là toujours cheveux d'ange, peut être soit acteur, soit receveur, c'est-à-dire soit initier le comportement, soit le recevoir. Si on observe par exemple pendant 1 heure, c'est bien quand même de noter un petit peu pendant combien de temps on a observé, pour voir sur 1 heure combien de fois un tel comportement se produit. Ça c'est quand même intéressant, même si on ne fait pas des tops toutes les 2 minutes. Par exemple, avec le toilettage mutuel, c'est très intéressant à regarder pour voir un petit peu qui est l'initiateur, qui est le cheval acteur. Il y a une hypothèse qui est encore à vérifier, mais on suppute que probablement c'est souvent le dominant qui sollicite un petit peu plus et qui initie le toilettage. C'est celui qui est le plus haut dans la hiérarchie qui initierait ce mouvement. Et au niveau du grattage, on voit que c'est souvent elle qui vient initier les grattages. C'est une jument qui est vraiment assez âgée.
elle a déjà plusieurs poulains qui sont dans le groupe. On voit qu'elle est très proche de Mongol, de Cthulhu, de Fantasia. Tout ça, ce sont tous ces poulains, dont Mongol qui est le plus jeune. On voit au début d'ailleurs, il commence par téter, c'est la première interaction qu'on peut voir. Et donc voilà, de manière plus générale, c'est intéressant aussi de voir un petit peu qui conduit qui fait des conduites sur qui, que ce soit au niveau des groupes familiaux, des groupes célibataires. Au niveau des groupes familiaux, ça donne aussi un petit peu des indications sur où chacun se place. Et comme on l'a dit, c'est des hiérarchies souples, contextuelles, mouvantes, avec plus de la cohésion que de la dominance brutale. Donc voilà, c'est vraiment important de voir un petit peu comment tout ça évolue et pouvoir pressentir éventuellement un petit peu dans quelle direction ça va aller. Donc pour ce faire, il faut utiliser un répertoire comportemental. Toujours on le choisit en fonction de l'étude, en fonction de la question de départ, en fonction de ce qu'on veut observer, parce qu'il existe plusieurs répertoires comportementaux, donc qui classifient les comportements en leur donnant à chaque fois un code. Ici, par exemple, on peut se baser sur le répertoire de Marie Bourjade de 2007. Je vous mettrai le lien en description. La particularité de ce répertoire, c'est qu'il se focus un petit peu plus sur le comportement des étalons, donc il manque un petit peu pour certains comportements des juments. Et c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est plus vraiment une observation de terrain, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de contact physique chez les mâles que chez les juments. Les juments vont peut-être plus rechercher ce contact au moment des chaleurs par exemple. Quelques exemples donc, de comportements sociaux, comme je vous le disais, dans ce répertoire. On a les comportements entre étalons, les rituels autour des crottins, par exemple deux étalons qui vont se rapprocher l'un de l'autre et déféquer à distance simultanément. On peut avoir aussi les parades. On a tous les comportements de cohésion de groupe, la conduite par exemple, dont on a parlé hier et dont on reparlera un peu plus loin. Après, on a tout ce qui est interaction agressive ou de distanciation. Donc là, la distanciation, c'est plus un cheval qui s'éloigne d'un autre ou qui évite un autre. Ensuite, on a les interactions sexuelles, puis on a les interactions positives, avec à l'intérieur de ceci les interactions affines comme le toilettage ou tout ce qui est plutôt investigation sociale. On peut retrouver aussi le snapping. Alors le snapping, il y a beaucoup de questions autour de ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo, et là je vous fais juste un petit retour rapide parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit à ce moment-là. Les poulains, quand ils naissent, ils font le snapping, mais le snapping est dirigé vers tout, les objets comme les autres individus. Puis, quand le poulain grandit un petit peu, ça devient spécifique à une situation. Par exemple, pour les mâles, ils vont le faire que vers d'autres êtres vivants, puis ensuite que vers les chevaux adultes, puis que vers l'étalon familial de leur groupe, puis quand ils quittent le groupe, ils vont le faire uniquement vers les étalons extérieurs au groupe, le groupe de mâles célibataires, et puis petit à petit ça va disparaître. Le snapping serait peut-être plus lié à la peur, et ça c'est vraiment une hypothèse pour le moment, de nouveau c'est pas quelque chose qui a encore été prouvé, documenté. Chez les juments, ça serait plutôt lié quand elles grandissent un petit peu à un moment où elles ont des chaleurs, qu'elles cherchent le contact avec d'autres étalons, elles savent en même temps que ça se fait pas trop, et donc voilà, elles se sentent un petit peu tiraillées entre j'ai envie mais je peux pas, et du coup ça pourrait déclencher tout ceci, mais là voilà, attention, on est sur vraiment des hypothèses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de discuter un petit peu autour de ça. Ensuite, dans notre répertoire comportemental, on a tous les comportements, les interactions liées au jeu, ça on en a déjà parlé un petit peu précédemment. On a tout ce qui est comportement de marquage, dont on a aussi parlé précédemment. Et après, tout ce qui est comportement de maintenance, qui permettent de vivre, donc uriner, manger, le repos. Et on a dedans aussi tout ce qui est social, et donc ça, c'est tout ce que je vous ai cité précédemment. Une fois qu'on a complété notre tableau au niveau des relations d'affinité de qui est le plus proche de qui, on voit que Cheveux d'Ange est proche 10 fois de Mongol, 7 fois de Cthulhu, 3 fois de Fantasia, 4 fois de Caféine et 1 fois de Théoul. Et donc, une fois qu'on a relevé tout ça, on va faire un joli graphique. Donc en fait, on va faire 2 graphiques. Un graphique pour les activités qu'on a relevées et un graphique au niveau des relations d'affinité, au niveau de qui est le plus proche de qui. On ne fait pas de graphique par contre pour les interactions qu'on a listées. Et donc en général, quand on fait cet exercice-là, on ne l'a fait qu'une fois, mais le but c'est de faire cet exercice-là sur plusieurs jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois sur la même durée. À différentes heures du jour, sur 1 heure à chaque fois, on fait des points d'échantillonnage. Et toujours, souvenez-vous, je vous avais dit tout à l'heure, surtout je vous parlais du répertoire comportemental, on va faire ce graphique toujours en ayant en tête notre question de départ. Par exemple, si on voulait regarder si le cheval mangeait assez, si on s'inquiétait parce que le cheval se couchait un peu trop, voilà, on regarde par rapport à notre problématique de départ, là au niveau du graphique des activités. Et ce qui est intéressant de faire, vous le voyez sur nos graphiques, on n'a pas répertorié seulement ce que j'ai observé par rapport à Cheveux d'Ange avec ma coéquipière, on a répertorié
tous les chevaux du groupe. Chacun des stagiaires, comme je vous ai dit, observait un cheval. Et donc on compare également entre chevaux pour voir un petit peu ce qui se dégage. Donc en général, on met en bas du graphique l'activité qui prend le plus de place. Souvent, voilà, là c'était brouté. Et donc, on peut comparer entre chevaux s'il y en a un qui broute plus que l'autre. Et c'est là justement qu'on peut répondre à notre question et qu'on peut se dire tiens, est-ce qu'il y a un individu qui mange beaucoup moins que les autres? Et du coup, dans ce cas-là, il pourrait y avoir quelque chose d'anormal, d'inquiétant. Ou au contraire, parfois on peut avoir l'impression que ça va pas, parce qu'on regarde toujours un petit peu au même moment dans la journée, et que quand on se force à faire cet échantillonnage, à regarder sur plusieurs jours, à différents moments de la journée, en comparant les chevaux, on peut voir au final que peut-être tout va bien. Ou peut-être, au final, confirmer quand même que quelque chose ne va pas. Voilà, là c'était l'exemple par rapport au fait de se nourrir, mais ça peut être par rapport au repos. On dit, tiens, il y a un cheval, lui, il est jamais en repos, il est toujours en vigilance, il est toujours en observation. Voilà. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'on peut faire aussi avec nos chevaux domestiques, de se dire, mon cheval, j'ai l'impression qu'il est toujours en vigilance. Si vous avez cette impression-là, faites cette observation, pas uniquement sur votre cheval, mais aussi sur les autres chevaux du troupeau. Toutes les 2 minutes, vous vous donnez un top et vous vous dites, ok, je regarde 2-3 chevaux de mon troupeau, et je note à chaque fois ce qu'ils font. Et puis à la fin, je reporte tout sur mon graphique comme je vous montre ici à l'écran. Et pareil pour les relations d'affinité. On fait ensuite un beau graphique où chaque cheval a sa colonne, et pareil, en bas, on met près de quel cheval le cheval qu'on observait était le plus proche. Donc avec cheveux d'ange, on avait dit 10 occurrences près de Mongol. On en avait déjà un petit peu parlé hier, mais on l'a vu encore à travers nos observations des différents jours. On voit que les différents groupes familiaux sont vraiment très très proches. Dans les images que vous avez vues ici, où on se fixe vraiment sur un cheval pour observer les comportements, on voit notamment au niveau des groupes familiaux qu'il y a 2-3 groupes familiaux qui sont proches l'un de l'autre. Et il y a vraiment des interactions entre eux. L'étalion familial, il reste avec sa famille et en général, il ne va pas piquer les juments des autres familles. Il y a même une confiance où il peut laisser ses juments se rapprocher un petit peu d'un autre étalon d'un groupe familial parce que chaque groupe est stable et donc il y a une confiance que chaque étalon, une fois qu'il est bien établi, chaque étalon a sa famille et c'est clair. Pareil pour les plus jeunes du groupe familial, qui sont des mâles, ils vont pas venir monter les juments du groupe familial. Par contre, il y a vraiment une méfiance. S'il y a des étalons célibataires qui gravitent autour des groupes familiaux, là il y a vraiment une méfiance. Et comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a souvent une coopération qui s'installe entre les groupes familiaux pour venir repousser justement ces étalons célibataires. Et dans la première génération des Przewalski, quand ils sortaient de captivité, quand il a fallu les réhabituer à la vie sauvage, dans la première génération, il n'y avait pas cette stabilité, comme je vous avais dit. Les étalons familiaux, ils se piquaient les juments, les groupes étaient très instables, et il n'y avait pas encore la coopération qu'il y a actuellement. Et donc je vous remets des images ici de la fameuse conduite dont on a parlé hier, parce que c'est un mouvement qu'on a eu la chance d'observer pas mal de fois pendant notre stage. Donc la conduite, c'est vraiment un étalon qui fait ça sur les juments, sur les poulains de son groupe, pour vraiment garder les juments et protéger les poulains, notamment des mâles célibataires. C'est vraiment pour emmener son troupeau et éviter un contact avec d'autres, et c'est vraiment quelque chose qui se fait par derrière les autres chevaux, où il pousse les autres chevaux par derrière pour dire « ne va pas là-bas, reste avec moi ». Contrairement au mené, alors là qui se fait par devant, le cheval qui mène est devant les autres, pour dire allez viens on va ensemble à un endroit, et alors le mené, les autres chevaux ont le choix de choisir ou non. Alors vous voyez que ces interactions sociales sont très très riches, et encore ici vous n'avez que quelques courts extrêmes, et je peux vous dire que même si c'est très calme, très apaisé,
Comme je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça se surveille beaucoup, ça s'observe beaucoup, il y a pas mal de petites conduites. Donc voilà, on voit que c'est très riche, donc les interactions sociales c'est bien, mais parfois les chevaux ils ont besoin un petit peu d'être tout seuls et donc on observe des fois un individu, surtout au niveau des mâles célibataires, on a pu voir un ou deux individus qui étaient un petit peu plus tout seuls par moment, pas tout le temps, mais qui avaient des moments un petit peu plus tout seuls. Et donc ça c'est intéressant aussi de se dire, bah oui les chevaux ils peuvent aimer avoir leur moment seuls, ça veut pas dire qu'il faut qu'ils vivent seuls, mais que d'être tout le temps dans le monde et de ne pas pouvoir s'éloigner, et ben ça peut des fois être un petit peu pesant. Et donc ça c'est vrai que c'est une idée qu'on n'a pas forcément, je trouvais que c'était intéressant de vous le rapporter ici. Et puis moi je vous dis toujours, dans la vie domestique, les troupeaux domestiques, il y a toujours beaucoup plus de tension, beaucoup plus de stress, des conversations de stress comme je vous dis souvent, c'est vrai. Mais c'est vrai, ce que je ne vous ai peut-être pas beaucoup dit et ce que m'a vraiment été mis en lumière ici encore plus, c'est que la vie sauvage, c'est pas la panacée non plus. Il y a les aléas du climat, des ressources, au niveau de l'environnement, il y a beaucoup plus de pression sociale, il y a beaucoup plus d'enjeux, plus d'interactions, il ne faut pas perdre sa place, il ne faut pas perdre son groupe, il ne faut pas perdre ses juments. Il se surveille beaucoup, comme je vous disais, pour savoir qui fait quoi, qui en est où, qui va approcher. Donc c'est toujours être un petit peu en une forme d'alerte permanente. Et pour donner un autre exemple, rien à voir avec les chevaux de Przewalski, mais sur l'île de Sable, par exemple, les chevaux qui vivent à l'état sauvage, l'espérance de vie est de 5 ans. Nos chevaux, oui, ils ont une vie beaucoup moins riche, mais c'est vrai que quand on veut remettre tout comme à l'état naturel, alors on ne met pas de couverture, ils prendront des abris naturels et ils se débrouilleront bien. C'est pas forcément rendre le cheval heureux non plus. Le cheval, quand il fait froid, il peut être content d'avoir une couverture, il est content de trouver un abri en dur, parce que oui, c'est pas parce qu'il va survivre sans tout ça qu'il sera forcément heureux et bien. Et ça, vous avez parlé dans une vidéo du débat sur les couvertures. Un autre exemple, Joël Berger, par exemple, rapporte des viols sur jument, où un étalon avait forcé à l'accouplement une jument gestante. Alors, c'était un étalon extérieur au groupe, un étalon familial, comme je vous ai dit plus haut, il est beaucoup plus respectueux, c'est pas le genre de comportement qu'on va observer. Un étalon familial, c'est plus la jument qui dit quand elle veut. L'étalon familial, il n'est pas toujours après ses juments. Ses juments, elles sont là, et c'est elles qui disent. Les étalons des groupes célibataires, les étalons extérieurs aux groupes familiaux, se comportent souvent moins bien avec les juments. Ils peuvent même aussi tuer des poulains. Ce sont des choses qui ont été observées. Et en général, une fois que ces étalons ont leur famille, ils ont accès aux juments, et bien là, ils sont beaucoup plus apaisés et on n'observe plus ce genre de comportement. Et c'est là qu'on touche aussi un point important. Oui, les comportements aberrants, les comportements juste pour le plaisir existent. On a beaucoup dit anciennement que s'il y a un comportement, c'est forcément qu'il a une fonction, qu'il sert à quelque chose. Et bien en fait, pas forcément. Un comportement peut exister juste pour le plaisir, un petit peu comme chez l'humain. Et ça, comme pour nos chevaux à nous, les chevaux dans la nature, ils vont apprendre par facilitation sociale et pas par imitation. Ça, c'est quelque chose que je vous ai dit aussi plusieurs fois. L'âge adulte, c'est environ 5 ans pour les mâles. Pour les juments, c'est un petit peu moins clair l'âge du passage à l'âge adulte. Pour le mâle, comme je vous ai dit plus tôt, il y a vraiment ce passage vers les groupes célibataires. Et entre 2 et 5 ans, ils vont vraiment rencontrer plein d'individus. Et c'est ça qui va vraiment développer les compétences sociales. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir les comportements apparaître au fur et à mesure de l'évolution du jeune. Donc là, je vais vous lister un petit peu 2-3 exemples sur la timeline de tout ce qui se passe pour le poulain. Et donc c'est pour ça qu'on se rend compte à quel point c'est important que le poulain, justement, il vive avec d'autres individus en extérieur pour pouvoir se développer de manière correcte. Entre 30 minutes et 3 heures après la naissance, le poulain il est déjà debout, il peut téter, il peut vocaliser. Au bout d'un jour, il pâture, il boit, il se roule, il se frotte, il joue seul et il commence à faire le snapping. Le 2e jour, on voit le flehmen et l'auto-toilettage apparaître. 5 jours, c'est la coprophagie qui apparaît. 6 jours, il commence à manger le foin et le grain et à ruer pour se défendre. 1 semaine, on a le toilettage mutuel avec la mère uniquement. On aura le toilettage avec d'autres un peu plus tard. Et le jeu social. 3 semaines, on peut avoir un peu de jeu en montant sur la mère. 6 semaines, là, il pâture vraiment comme les adultes. 2 mois, toilettage mutuel cette fois avec d'autres chevaux. 10 mois, c'est la masturbation chez les mâles. Et 11 mois, le marquage des crottins dont on a notamment parlé hier.
Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Encore un grand merci à l'association TAC et à Hélène Roche pour ce magnifique stage, ces magnifiques instants passés au milieu du troupeau, vraiment des instants suspendus hors du temps. Et vraiment, même si c'est quelque chose que je vous ai déjà dit beaucoup, ce qui est vraiment très impressionnant au niveau des troupeaux sauvages, c'est vraiment de se rendre compte à quel point ces interactions sont vraiment complexes, que c'est vraiment pas des groupes distincts qui font chacun leur vie de leur côté, qu'il y a vraiment des conversations constantes. On le voit sur les images, hein. Les groupes peuvent être parfois très proches l'un de l'autre. Et donc oui, il y a beaucoup d'interactions entre ces groupes. Les étalons adultes, ils jouent toute leur vie. Alors ceux des groupes familiaux un petit peu moins que ceux des groupes célibataires, mais ceux des groupes familiaux, hors des périodes de reproduction, ils peuvent même, comme on l'a vu, aller jouer avec les étalons des groupes célibataires. Rien n'est vraiment figé. Et surtout, il ne faut pas se dire « Ah bah voilà, les groupes familiaux, ils sont sans cesse en train de se protéger des groupes célibataires. » C'est des idées peut-être un petit peu préconçues qu'on peut avoir. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Pendant les périodes de reproduction, oui, un petit peu plus. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'ennemis en soi. Et c'est ça qui est très important à retenir également. On pourrait avoir peur de se dire on vient ici chez TAC et en final on va voir que des chevaux broutés, 2-3 fois un cheval marché, et puis voilà. Et c'est pas du tout le cas. À chaque fois on a passé plusieurs heures dans les enclos, à chaque fois il s'est passé des choses, à chaque fois on avait vraiment l'impression d'être comme au cinéma. Donc c'est vraiment une expérience à vivre qui ne peut pas vraiment être transmise. Voilà, je vous ai montré 2-3 petites choses à travers les vidéos, mais il faut vraiment le vivre. Et puis surtout, ce stage est vraiment très riche. J'ai vraiment axé ici ce que je vous ai rapporté par rapport à des choses que je vous avais déjà dites, mais où j'ai développé un petit peu plus. Et puis j'ai axé beaucoup plus vraiment sur la lecture du comportement. Mais ce stage, c'est beaucoup plus que ça. C'est littéralement une petite formation qui peut vous apporter des clés en plus pour la lecture de vos chevaux, la compréhension de vos chevaux, également à la maison, même si vous n'avez pas de chevaux sauvages. Donc voilà, je vous conseille vivement de venir suivre ce stage, ou même il y a d'autres possibilités aussi sur 2 jours, sur une journée, mais voilà, au moins de venir une fois ici, ça en vaut vraiment la peine. Comme d'habitude, je vous rejoins en commentaire pour discuter de tout ça. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.